Au début, elle pensait avoir fait le bon choix. Je pensais que te perdre ne changerait pas grand-chose. Mais le temps a passé. Et c'est dans le silence, dans ces moments de solitude, que tout a commencé à changer. Car lorsque tu as quitté sa vie, ce n'est pas seulement toi qui es parti, elle ne s'en est rendue compte que lorsqu'elle ne l'a plus eu. Elle pourrait même faire semblant d'aller bien, s'en tenir à sa routine, essayer de ne rien laisser paraître. Mais à l'intérieur, l'histoire est différente, et c'est ce que presque personne ne voit. Je vais maintenant vous révéler 12 sentiments qu'elle éprouve après avoir réalisé que vous perdre était une erreur. À partir de maintenant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire, les vérités occultées par des discours préparés que la plupart préfèrent ignorer. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, likez la vidéo, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, car je veux savoir d'où vous nous suivez. Beaucoup de femmes craignent qu'une chaîne comme la nôtre atteigne 100 000 abonnés, car elles savent que plus les hommes prennent conscience de la situation, moins la manipulation est efficace. Se réveiller ne sert à rien si tout le monde dort encore. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour nous aider à développer notre communauté d'hommes lucides et préparés. C'est entièrement gratuit. Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Premier sentiment, la culpabilité pour ce qu'il a fait. Elle porte désormais un poids qu'aucune distraction ne peut alléger. Au moment où elle a décidé de te quitter, elle était persuadée d'agir correctement, persuadée qu'un avenir meilleur l'attendait. Mais le temps a passé, la réalité l'a rattrapée, et ce qu'elle a trouvé de l'autre côté était loin d'égaler ce qu'elle avait laissé derrière elle. La culpabilité ne l'a pas envahie soudainement. Elle a poussé lentement, comme une plante envahissante, sans qu'on le lui demande, et qui a fini par s'emparer de tous ses pensées. Elle se souvient de moments précis, un rire partagé, une étreinte réconfortante, un mot de toi gravé dans sa mémoire. Et elle ressent cette douleur lancinante et indicible, cette souffrance que chacun reconnaît lorsqu'il la ressent. Cette culpabilité est différente de tout ce qu'elle a jamais ressenti. Ce n'est pas la culpabilité superficielle de quelqu'un qui a commis une erreur par inadvertance, c'est la culpabilité profonde de quelqu'un qui a fait un choix conscient et qui doit maintenant en assumer les conséquences. Elle sait que ce n'était pas un faux pas, c'était une décision. Et c'est précisément pour cela que la douleur est plus vive, parce qu'elle ne peut se dédouaner. Elle ne peut blâmer ni le destin ni les circonstances. Elle se regarde dans le miroir et sait, au fond d'elle-même, qu'elle a gâché quelque chose d'inestimable comme s'il s'agissait d'un objet jetable. Et maintenant, elle doit se réveiller chaque jour avec ce poids silencieux, ce tribunal intérieur qui ne ferme jamais, qui ne lui laisse aucun répit. Le pire avec la culpabilité, c'est qu'elle surgit aux moments les plus inattendus. Elle surgit lorsqu'elle essaie de sourire sur une photo et que son sourire n'est pas sincère. Elle surgit au cours d'une conversation, quand ses pensées vagabondent vers ce qui aurait pu être. Elle surgit dans le silence du petit matin, quand personne ne vient distraire son attention, et qu'elle se retrouve seule avec la vérité qu'elle a elle-même forgée. Elle voudrait se pardonner, mais elle ne sait pas encore comment faire, car se pardonner signifierait accepter pleinement son erreur. Et accepter son erreur, c'est admettre l'ampleur de sa perte. Et c'est une douleur qu'elle n'est pas encore prête à affronter de front. Deuxième sentiment. L'angoisse quand je pense à toi. Ce souvenir de toi n'est plus chose facile pour elle. Chaque souvenir est devenu une épée à double tranchant, à la fois réconfortante et douloureuse. Elle se surprend à se souvenir de petites choses, de détails dont elle n'avait même pas conscience auparavant. La façon dont tu prononçais son nom, le parfum qui imprégnait tes vêtements après vos moments passés ensemble, cette expression si particulière de ton bonheur véritable. Et lorsque ces souvenirs la submergent, il s'accompagne d'une angoisse qui lui serre la poitrine d'une manière qu'elle ne parvient pas à expliquer, car au fond d'elle, elle sait qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. C'est elle qui a choisi de tout abandonner. L'angoisse de se souvenir de toi est différente d'un simple désir. Le désir ordinaire fait mal, certes, mais il a une part de légèreté. Il porte en lui l'espoir. Ce qu'elle ressent est plus lourd. C'est un désir mêlé à la conscience d'avoir provoqué la séparation, d'avoir anéanti la possibilité d'un avenir qui aurait pu être magnifique. Parfois, elle essaie de ne pas penser, de s'occuper, de mettre de la musique à fond ou de se plonger dans tout ce qui peut combler le vide. Mais l'esprit humain est cruel en ce sens. Plus elle tente d'oublier, plus tu lui reviens. Comme si le souvenir savait exactement où il faisait mal et s'y était insidieusement installé. Il y a des nuits où elle fixe le plafond et, sans le vouloir, se retrouve plongée dans le passé. Elle revit des conversations, des disputes qui lui paraissent désormais futiles, des moments où tu étais là et où elle ne les a pas appréciés à leur juste valeur.
La douleur est plus vive encore dans ces moments-là, car elle réalise à quel point elle a tenu pour acquis quelque chose de précieux. Elle se demande si tu penses encore à elle, si tu éprouves encore quelque chose, ou si tu as réussi à tourner la page, contrairement à elle. Et cette question sans réponse résonne en elle avec une force qui anéantit toute paix qu'elle tente de construire. Troisième sentiment, doute sur le présent. Son présent a perdu de sa couleur. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, c'est arrivé progressivement, comme une aquarelle qui se décolore au soleil. Elle contemple la vie qu'elle a choisie et cherche des certitudes, mais elle ne trouve que des questions. A-t-elle fait le bon choix? Ce qu'elle possède aujourd'hui vaut-il ce à quoi elle a renoncé? Ce qu'elle ressentait pour toi était-il plus réel que ce qu'elle ressent aujourd'hui? Ces doutes ne surgissent pas en fanfare. Ils s'installent discrètement, à l'heure du déjeuner, un vendredi soir, un dimanche morne. Ils apparaissent lorsqu'elle est plongée dans le présent et qu'elle réalise qu'il manque quelque chose, un vide qu'elle ne parvient pas à définir précisément, mais qu'elle ressent avec une clarté absolue. Le problème avec le doute concernant le présent, c'est qu'il contamine tout. Elle essaie de profiter de l'instant présent, et le doute s'insinue, murmurant que les choses pourraient être meilleures. Elle tente de se convaincre qu'elle va bien, et le doute lui demande si c'est vraiment le cas ou simplement une façade pour éviter d'admettre une erreur. Elle compare, même involontairement. Elle compare les conversations, elle compare les sentiments, elle compare la qualité de la présence des gens qui l'entourent. Et souvent, dans cette comparaison silencieuse et involontaire, vous en sortez gagnant d'une manière inattendue. Et cela l'effraie, car cela signifie que son calcul d'alors était peut-être erroné. Vivre avec le doute sur son présent est une forme de torture silencieuse, car elle ne peut se plaindre à personne sans paraître contradictoire. Elle ne peut rien avouer sans paraître faible. Elle ne peut s'interroger sans devoir affronter les réponses que cela pourrait engendrer. Alors elle garde tout pour elle, tente d'accepter ses choix, cherche des raisons de croire qu'elle est à sa place. Mais au fond d'elle, dans cette part de son âme qui ne ment jamais, le doute persiste, silencieux, tenace, et de plus en plus difficile à ignorer. Quatrième sentiment, anxiété à l'idée de te perdre. Il y a un moment précis qu'elle vit fréquemment. Elle est absorbée par quelque chose, une conversation, une tâche, un moment banal, et soudain, une pensée la frappe de plein fouet. Et si je l'avais perdue pour toujours? Dès que cette pensée l'envahit, son cœur s'emballe, sa respiration se modifie, et une angoisse démesurée la submerge. Ce n'est pas seulement la tristesse de perdre quelqu'un, c'est la terreur d'avoir commis l'irréparable, d'avoir franchi un point de non-retour, d'avoir laissé partir quelqu'un d'unique, peut-être, d'une manière qu'elle apprend encore à comprendre. Cette angoisse ne se manifeste pas à un moment précis, mais elle a un lieu bien précis. Cet endroit en elle qui renferme encore ce qu'elle ressentait pour vous. L'angoisse de te perdre se manifeste de façon qu'elle ne saurait même pas exprimer. Elle consulte les réseaux sociaux sans avouer que c'est à cause de toi. Elle s'anime dès qu'on prononce ton nom. Elle imagine des scénarios, des retrouvailles, d'autres où tu as déjà tourné la page. Et ce sont les scénarios où tu te portes bien sans elle qui ravivent le plus cette étrange angoisse. Cette douleur mêlée de jalousie, de fierté blessée et de quelque chose qu'elle n'ose pas encore nommer. Car si elle nomme ce qu'elle ressent, elle devra agir. Et agir, c'est se dévoiler. Et se dévoiler, c'est risquer d'être rejetée par celle qu'elle a elle-même rejetée. Voici le cruel paradoxe de sa situation. Elle craint de te perdre, mais n'ose toujours pas agir pour éviter cette perte. Elle est prise au piège dans un entre-deux inconfortable, tiraillée entre la peur d'agir et la peur de ne pas agir, entre l'orgueil qui la paralyse et le désir qui la pousse à aller de l'avant. L'angoisse grandit dans ce vide entre ses désirs et ses actes. Et plus le temps passe, plus cette angoisse se fait entendre, car au fond d'elle, elle sait que le temps joue contre elle. Chaque jour qui passe est une nouvelle occasion pour toi de construire quelque chose de nouveau, sans elle. Cinquième sentiment, manque de paix intérieure. Elle a perdu sa tranquillité d'esprit, non pas de façon bruyante, mais de la manière la plus silencieuse et la plus insidieuse qui soit. Certains jours, elle se réveille avec cette agitation sans cause apparente, cette impression que quelque chose cloche sans pouvoir dire exactement quoi. C'est comme si sa paix intérieure s'était envolée avec ses choix, et qu'elle vivait désormais dans un tumulte intérieur incessant, qui ne s'arrête jamais, qui ne lui laisse aucun répit, même lorsque le calme règne autour d'elle. Le monde est peut-être silencieux, mais en elle, la tempête ne faiblit jamais. Ce manque de paix se dissimule de bien des manières. Parfois, il se manifeste par une irritation sans raison, par cette envie de se battre contre tout, car elle refuse d'affronter le vrai problème. Parfois, il se manifeste par l'apathie,
par ce sentiment que rien n'a de saveur, que les choses qui devraient lui plaire lui échappent sans laisser de traces. Parfois, il se manifeste par l'excès, de distraction, de bruit, d'agitation, car le silence est devenu trop dangereux, car dans le silence surgissent les pensées qu'elle fuit, les questions qui restent sans réponse, le désir qu'elle ne sait comment apaiser. Au fond d'elle-même, elle sait d'où vient ce manque de paix. Ce n'est pas un mystère, elle le sait. C'est la conscience d'avoir fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû, d'avoir blessé quelqu'un qui ne méritait pas d'être blessé, d'avoir pris une décision fondée sur un fondement erroné. La paix intérieure exige que l'on soit en paix avec ses propres choix, et elle ne l'est pas. Elle est en conflit avec eux, essayant de se convaincre qu'elle avait raison sans y parvenir complètement. Et tant que cette guerre intérieure restera irrésolue, la tranquillité demeurera un lointain souvenir, un sentiment qu'elle a connu, mais qui semble de plus en plus difficile à retrouver. 6e sentiment, le désir de retourner en arrière. Si elle pouvait appuyer sur un bouton et tout effacer, elle le ferait. Sans hésitation, sans la moindre hésitation. Elle appuierait dessus sans la moindre réflexion. Un désir irrésistible l'habite. Remonter le temps, retrouver l'instant précis où tout a basculé et agir autrement. Se taire quand elle aurait dû, apprécier ce qu'elle possédait avant de le perdre, voir avec les yeux d'aujourd'hui ce qu'elle n'a compris qu'une fois qu'il était trop tard. Ce désir de revenir en arrière n'est pas une faiblesse, c'est la reconnaissance tardive d'une valeur qu'elle n'a pas su mesurer de son vivant. C'est la preuve la plus douloureuse qu'elle s'est trompée, et qu'au fond, elle le sait mieux que quiconque. Elle ressasse le passé avec une fréquence qu'elle reconnaît elle-même comme malsaine, mais qu'elle ne peut contrôler. Elle repense à des conversations précises, à des moments où tu étais là, présent, offrant quelque chose d'authentique, et où elle, pour des raisons qui lui paraissent aujourd'hui si futiles, si insuffisantes, n'a pas répondu comme elle aurait dû. Elle recalcule, et ses calculs sont toujours erronés. Ce qui semblait si important à l'époque paraît insignifiant aujourd'hui. Ce qui semblait justifier son départ paraît désormais une raison ridicule face à l'ampleur de sa perte. Et cette incessante rumination du passé est une forme de torture qu'elle s'inflige sans s'en rendre compte, comme si punir ses souvenirs était une façon de se racheter d'une faute irréparable. Ce qui est cruel avec le désir de revenir en arrière, c'est que c'est totalement inutile d'un point de vue pratique. Le temps ne remonte pas, les choix sont faits, le chemin est déjà parcouru. Mais même en le sachant, elle ne peut s'empêcher de le vouloir. C'est un désir irrationnel, inaccessible à la raison. Elle sait qu'elle ne peut pas revenir en arrière, mais son cœur refuse encore de l'accepter. Et tant que son cœur refuse, elle reste prisonnière de ce cycle de « et si », de « j'aurais dû », de « pourquoi n'ai-je pas agi autrement ». Ce cycle la consume, la prive de sa paix, la consume dans le présent. Et elle continue de l'alimenter car renoncer à ce désir signifierait enfin accepter que le passé est le passé. Et cette acceptation est encore plus douloureuse que le cycle lui-même. Ce désir de revenir en arrière comporte aussi une dimension qu'elle admet rarement. Elle ne veut pas seulement réparer son erreur, elle veut la réparer pour toi aussi. Car à un moment donné, au milieu de tout le chaos qu'elle a engendré, elle a réalisé que tu ne méritais pas ce qui t'est arrivé, que tu étais quelqu'un de vraiment présent, de vraiment investi, de vraiment réel, et elle a agi comme si tu étais remplaçable. La culpabilité de t'avoir blessé est aussi lourde que la douleur de te perdre, peut-être même plus. Et ce désir de revenir en arrière s'accompagne de l'envie de te rejoindre et de te présenter ses excuses d'une manière qui changerait vraiment les choses, d'une manière qui effacerait le passé. Mais elle sait que les mots n'effacent pas les actes. Et cette prise de conscience est l'un des fardeaux les plus lourds qu'elle porte. 7e sentiment. La honte d'admettre son erreur. Reconnaître ses erreurs est l'une des choses les plus difficiles pour un être humain. Et pour elle, dans ce contexte précis, c'est presque impossible. Car admettre son erreur, c'est mettre des mots sur ce qu'elle redoute le plus. Avoir été la méchante de sa propre histoire, avoir gâché quelque chose de précieux, avoir admis que ceux qui l'entouraient et qui ont tenté de la mettre en garde avaient raison, et qu'elle, avec toute la certitude qu'elle avait alors, s'était complètement trompée. La honte ne réside pas seulement dans le fait de se l'avouer à soi-même, c'est aussi de se l'avouer à elle-même, à ses amis, à sa famille, à tous ceux qui ont suivi son histoire et qui désormais, même sans un mot, la regardent avec ce regard qui en dit long. Elle s'est forgé une armure autour de cette erreur. Une armure faite de justifications, de récits qu'elle se répète pour rendre son choix plus raisonnable, de petits arguments intérieurs qui lui évitent d'arriver à la conclusion la plus simple et la plus douloureuse. Elle a commis une terrible erreur. Cette armure est lourde à porter, mais elle la porte car l'alternative lui paraît pire.
car l'enlever, c'est se mettre à nu, c'est se rendre compte de son erreur, c'est renoncer à la maîtrise de son propre récit. Et elle a toujours été quelqu'un qui a besoin de tout contrôler, l'image qu'elle renvoie, la façon dont elle se présente, la version d'elle-même qu'elle montre au monde. La honte d'admettre une erreur comporte aussi une dimension particulière liée à l'orgueil. C'est elle qui est partie. C'est elle qui a pris l'initiative, qui a fait le choix, qui a tourné le dos. Revenir sur ses pas et dire « j'avais tort » revient à renverser complètement le rôle qu'elle a endossé, et cela exige une humilité que son orgueil peine encore à accepter. Car dans son monde, admettre son erreur, c'est se rabaisser. C'est donner raison à ceux qui doutaient d'elle. C'est confirmer ce qu'elle redoutait le plus. Alors elle garde le silence, portant le poids de son erreur en elle, attendant que le temps résolve ce qu'elle n'a pas le courage d'affronter par les actes et les mots. Mais la honte a un prix. Elle le sait. Chaque jour passé au silence à protéger son orgueil l'éloigne un peu plus de la possibilité de réparer ce qui est brisé. Chaque justification qu'elle invente pour éviter de se dévoiler est un mur de plus entre elle et l'authenticité qu'elle désire ardemment. La honte la paralyse dans une situation inconfortable. Elle ne se sent pas bien là où elle est, mais elle n'a pas non plus le courage d'aller là où elle voudrait être. Et dans cet entre-deux, où l'orgueil se heurte à son cœur, elle demeure, épuisée, honteuse et de plus en plus lasse de faire semblant que tout va bien. 8e sentiment. La jalousie lorsqu'on vous imagine avec quelqu'un d'autre. Elle ne s'attendait pas à ce que ça fasse si mal. Après tout, c'était elle qui était partie. De quel droit était-elle jalouse? Mais le cœur ne fonctionne pas selon la logique, et quand l'image de toi avec quelqu'un d'autre lui apparaît, quelque chose d'incontrôlable se produit en elle. Une contraction, une tension, une rage mêlée de tristesse, et d'un sentiment qu'elle refuse d'appeler jalousie, car nommer les choses, c'est admettre que ce sentiment compte encore, et admettre qu'il compte encore, c'est admettre que tous les murs qu'elle a essayé d'ériger n'ont pas été aussi efficaces qu'elle l'aurait souhaité. Tu occupes toujours une place en elle qu'elle n'a pas pu quitter, et la preuve la plus flagrante en est précisément cette jalousie qu'elle se jure de ne pas devoir ressentir. Elle t'imagine sourire à quelqu'un d'autre comme tu lui souriais. Elle t'imagine raconter ces histoires que vous racontiez autrefois, faire ces blagues dont toi seul aviez le secret, offrir cette même présence que tu offrais, mais à quelqu'un d'autre. Et cette image, même si ce n'est qu'une imagination, suffit à tout bouleverser, car persuadée qu'un avenir meilleur l'attendait, elle n'a pas envisagé la possibilité que toi aussi tu puisses trouver quelque chose, ou quelqu'un, de mieux. Elle est partie en pensant que tu resterais figé dans le temps, préservé quelque part, à attendre, et réaliser que la vie ne fonctionne pas ainsi, que tu es une personne à part entière qui a pleinement le droit d'aller de l'avant, est une réalité qui la frappe de plein fouet, une réalité à laquelle elle n'était pas préparée. La jalousie qu'elle ressent est complexe, car elle s'accompagne d'une injustice qu'elle reconnaît elle-même. Elle n'a aucun droit. Elle sait qu'elle n'a aucun droit. Mais savoir qu'elle n'a aucun droit et ne pas le ressentir sont deux choses complètement différentes. Et elle le ressent. Elle le ressent lorsqu'elle perçoit un indice qui pourrait laisser penser que vous passez à autre chose. Elle le ressent lorsque quelqu'un prononce son nom dans un contexte nouveau. Elle le ressent avec une intensité qui la surprend et la pousse à remettre en question la version d'elle-même qu'elle croyait, un temps, maîtriser totalement la situation. Elle ne la maîtrise pas. Elle est tellement absorbée par cette situation que la jalousie d'une situation hypothétique suffit à lui gâcher la journée. Et que fait-elle de cette jalousie? Elle l'avale. Elle la dissimule. Elle n'en parle à personne, car en parler serait avouer trop. Alors elle reste seule avec ce lourd sentiment, tentant de le rationaliser, de se convaincre que ce n'est pas ce que ça paraît, que ça passera, que ce n'est qu'un vestige d'une histoire déjà terminée. Mais dans le silence sincère qui l'habite, elle sait que ce n'est pas qu'un vestige. C'est un signe, c'est son cœur qui hurle, de la seule façon qui lui reste, que tu comptes encore pour elle, pour quelque chose d'irremplaçable. Et tant qu'elle n'aura pas le courage d'entendre ce cri, il continuera de retentir, plus fort, plus insistant, plus difficile à ignorer à chaque fois. 9e sentiment. Sentiment d'avoir été immature. Avec le temps et la distance, elle a commencé à percevoir son histoire avec une clarté inédite. Et ce qu'elle découvre n'est pas facile à accepter. Elle voit une version d'elle-même trop immature pour reconnaître la valeur de ce qu'elle possédait. Une version qui confondait stabilité et monotonie, attention et contrôle. Une version qui cherchait ailleurs que chez elle, simplement parce que ce qui se trouvait à l'extérieur paraissait plus brillant, plus nouveau, plus excitant, sans réaliser que si la nouveauté est facile à trouver, la véritable profondeur est rare. Son jugement sur la relation, sa décision et sa façon de partir étaient immatures.
Et cette prise de conscience est une épreuve douloureuse, différente de toutes les autres, car c'est la douleur d'avoir grandi trop tard. Son immaturité s'est manifestée par des choses qu'elle ne peut nommer que maintenant. Son incapacité à communiquer ce qu'elle ressentait avant de partir a donné une véritable chance à ce qui aurait pu être résolu par la conversation. Sa tendance à se focaliser sur ce qui manquait plutôt que sur ce qui était présent. Sa précipitation à conclure que tout était fini, sans explorer véritablement les possibilités d'un nouveau départ au sein même de cette histoire. Elle a pris des décisions importantes avec un esprit étriqué par l'expérience, étriqué par la patience, étriqué par la vision à long terme. Et la personne qu'elle est aujourd'hui porte un regard sur ses décisions et éprouve une honte constructive, car ce n'est pas la honte qui paralyse, c'est la honte qui instruit. Le problème, c'est que cette leçon est arrivée après que le mal ait été fait. Il y a une douleur particulière à réaliser que l'immaturité ne l'a pas seulement blessée, mais aussi toi, que tu as subi les conséquences d'une version d'elle-même qui n'était pas prête à assumer ce qu'elle avait, que tu as investi du temps, de l'énergie, des sentiments sincères dans une personne qui n'avait pas encore la maturité nécessaire pour recevoir tout cela avec l'attention qu'elle méritait. Elle se demande si tu t'en es jamais rendu compte, si à un moment donné tu as eu l'impression de donner plus que tu ne recevais, non pas par manque d'amour de sa part, mais par manque de maturité émotionnelle pour rendre l'appareil. Et cette question la remplit de honte, car elle ne veut pas avoir été cette personne dans ta vie. Elle ne veut pas avoir été l'erreur de quelqu'un qui t'a aimé comme il se doit. Le sentiment d'immaturité s'accompagne d'une promesse silencieuse qu'elle se fait à elle-même. Si elle avait une seconde chance, les choses seraient différentes. Que la version d'elle-même aujourd'hui, plus consciente, plus honnête, plus capable d'apprécier ce qui est réel, agirait tout autrement. Cette promesse intérieure est à la fois source de motivation et de mélancolie. Motivante, car elle témoigne d'une évolution. Mélancolique, car cette évolution est survenue après la perte, et non avant. Elle est devenue celle qu'elle aurait dû être dans cette relation précisément après l'avoir quittée. Et cette cruelle ironie est l'une des choses qui pèsent le plus lourd sur elle lorsqu'elle se retrouve seule avec ses pensées dans le silence de la nuit. 10e sentiment. Absence de finalité émotionnelle. Avant, même inconsciemment, elle avait un repère émotionnel. Elle avait quelqu'un vers qui diriger ses sentiments, quelqu'un qui donnait un sens aux petits riens du quotidien, quelqu'un dont la présence structurait sa vie affective d'une manière dont elle ne prenait conscience qu'après la disparition de cette personne. À présent, elle se tourne vers l'intérieur et se sent comme à la dérive. Les sentiments existent, mais ils n'ont nulle part où aller. La tendresse qu'elle ressent n'a pas de destinataire précis. L'attention qu'elle souhaite offrir n'a pas d'adresse. Le désir de partager les bons moments manque d'une personne en particulier pour leur donner l'importance qu'ils méritent. Elle est émotionnellement perdue, et cette solitude est différente de la solitude physique. Elle est plus profonde, plus silencieuse, et bien plus difficile à combler. Ce manque de profondeur émotionnelle affecte des aspects de sa vie qu'elle n'aurait jamais imaginé voir impactés. Il affecte sa motivation à se lever chaque matin avec enthousiasme. Il altère sa capacité à ressentir une joie véritable dans les moments les plus simples et les plus légers. Il influence ses relations avec autrui, car un filtre inconscient compare chaque nouvelle connexion à ce qu'elle a déjà vécu, et rares sont les connexions qui passent ce filtre sans en ressortir amoindries. Elle tente de s'investir émotionnellement dans d'autres choses, d'autres projets, d'autres personnes, mais elle ressent une certaine superficialité, une certaine stagnation dans ses relations, comme si son cœur était amoindri, encore prisonnier de quelque chose qu'elle a elle-même laissé partir. La relation qu'elle entretenait avec toi n'était pas seulement d'ordre romantique, elle touchait à son identité. Quand on est avec une personne authentique, une partie de notre être se construit autour de cette présence. On partage des repères, des rituels, une histoire commune qui donne du sens à la vie. En partant, elle n'a pas seulement perdu une relation, elle a perdu une partie essentielle de son quotidien. Et reconstruire cet équilibre sans les mêmes fondations est une tâche qu'elle découvre être bien plus ardue qu'elle ne l'imaginait. Car il ne s'agit pas simplement de trouver quelqu'un d'autre, mais de redécouvrir le sens de ses propres sentiments. Et cela ne se fait ni par la volonté, ni par une décision rationnelle. Certains jours, elle se réveille avec une question absurde, mais qui persiste. À quoi bon? À quoi bon se faire belle si elle ne cherche à impressionner personne? À quoi bon bâtir un avenir si elle l'a elle-même détruit? À quoi bon s'investir dans ses sentiments si son dernier investissement s'est soldé par une perte qu'elle a elle-même provoquée? Ces questions ne sont pas du désespoir, mais les symptômes d'une boussole émotionnelle déréglée.
Elle continuera à dériver jusqu'à ce qu'elle ait le courage d'admettre que cette boussole perdue avait un nom, un visage et une adresse, et qu'il n'est peut-être pas trop tard pour tenter de la retrouver. 11e sentiment. Le désir d'être pardonné. Au fond d'elle, sous le poids de la culpabilité, de la honte, de l'angoisse et de ce manque de paix, se cache un désir qu'elle exprime rarement, mais qui est peut-être le plus sincère de tous. Elle veut être pardonnée. Pas un pardon abstrait, pas seulement se pardonner à elle-même. Elle désire votre pardon précisément. Elle veut que vous la regardiez et, connaissant tout ce qui s'est passé, que vous décidiez qu'elle est encore digne de la clémence qu'elle n'a pas su lui accorder auparavant. Ce désir est si profond, si vulnérable, qu'elle a même peur de se l'avouer, car l'admettre, c'est ouvrir la porte à un espoir incertain. Et un espoir sans garantie est le risque le plus terrifiant qui soit pour quelqu'un qui a déjà tant péché. Son désir d'être pardonné se manifeste par de petits gestes dont elle n'a parfois même pas conscience. Dans la délicatesse avec laquelle elle parle de vous, comme si préserver votre image était une façon de s'excuser en silence. Dans sa résistance à dire du mal de vous, même lorsqu'elle en a l'occasion, car au fond d'elle, elle sait que vous ne méritez pas d'être rabaissée pour qu'elle se sente plus importante. Dans l'attention qu'elle porte à chaque information concernant votre vie, non par indiscrétion, mais parce que suivre votre vie de loin est la seule forme de lien qu'elle s'autorise encore, et dans ce lien silencieux se cache un appel au pardon qu'elle ne sait exprimer. Elle veut que vous sachiez qu'elle le ressent, mais elle ne sait pas comment vous en parler sans paraître opportuniste, sans donner l'impression d'être revenu uniquement parce que les choses ont mal tourné de l'autre côté. Être pardonné signifie aussi pour elle une possible légèreté qu'elle n'a pas ressentie depuis longtemps. Car porter le poids de la culpabilité d'avoir blessé quelqu'un sans avoir véritablement demandé pardon est un fardeau qui ne s'allège pas avec le temps. Au contraire, il ne cesse de s'alourdir. Chaque jour qui passe sans que le problème soit résolu est une brique de plus à ériger sur ce mur de culpabilité qu'elle porte. Et elle sait que le seul moyen de faire tomber ces briques est de vous affronter de front, de dire les choses honnêtement et sans détour, et d'accepter toute réponse, même un refus. Mais atteindre ce courage exige de lâcher prise, de se mettre à nu, d'assumer ses erreurs sans artifice. Et elle est encore en train de rassembler ses forces pour cela. Ce qu'elle ne comprend pas, ou peut-être le comprend-elle sans savoir comment l'exploiter, c'est que son désir d'être pardonné est en réalité celui de prendre un nouveau départ. Il ne s'agit pas seulement de se débarrasser de la culpabilité, mais d'obtenir une seconde chance de devenir celle qu'elle sait pouvoir être, forte de tout ce qu'elle a appris. Le pardon qu'elle recherche n'est pas seulement la fin d'une mauvaise histoire, mais le début d'une autre. Une histoire où elle aborde ce nouveau départ avec plus de conscience, plus de gratitude, plus d'humilité, afin de reconnaître la valeur de ce qu'elle possède avant de devoir tout perdre pour le comprendre. Et ce désir de recommencer, dissimulé sous les traits d'une demande de pardon, est ce qu'il y a de plus authentique en elle à cet instant précis. 12e sentiment. Le désir de revivre le passé. Parfois, elle ferme les yeux et y retourne. À cette époque où tout était différent, où elle était pleinement présente, où la vie avait une texture qui aujourd'hui semble aussi lointaine qu'un rêve qui s'évanouit au réveil. Elle revit ses souvenirs avec une richesse de détails qui la surprend elle-même, car lorsqu'elle vivait ces instants, elle ignorait qu'elle créait des souvenirs qui, un jour, la blesseraient tant. Elle ne savait pas, alors, qu'elle vivait quelque chose qu'il fallait préserver précieusement. Et maintenant qu'elle le sait, elle le revit avec l'intensité de quelqu'un qui essaie de retenir du sable entre ses doigts. Plus elle serre, plus il lui échappe. Mais elle persiste. Elle y retourne sans cesse, à ce passé si beau, d'une manière que le présent n'a pas encore su égaler. Le désir de revivre le passé n'est pas qu'une simple nostalgie, c'est une prise de conscience. C'est admettre, avec la plus grande sincérité possible, sans avoir besoin de mots, que ce qu'elle a vécu était réel, précieux, de ces choses rares et précieuses. Lorsqu'elle se remémore les moments partagés, elle ne fuit pas la réalité. Elle cherche une preuve concrète de ce qu'elle a perdu. Peut-être pour enfin se convaincre qu'elle ne peut rester les bras croisés, qu'elle doit agir, que le regret n'a de sens que s'il se traduit en action. Revivre le passé est, en quelque sorte, la préparation émotionnelle nécessaire pour avoir le courage de construire un avenir différent. C'est comme si elle avait besoin de ressentir pleinement ce désir avant de pouvoir y donner suite. Il y a une beauté mélancolique dans la façon dont elle chérit le passé partagé avec toi. Elle le chérit avec une attention qu'elle n'avait pas lorsqu'elle le vivait. Elle conserve les histoires, les détails, les petites imperfections qui la dérangeaient alors, et qui sont précisément ce qui lui manque le plus aujourd'hui, car ces imperfections étaient humaines,
réelle, la preuve que ce n'était pas un rêve. Elle ne souhaite pas retrouver une version idéalisée de ce qui fut, mais la version réelle, avec toutes ses aspérités et ses défis, car elle sait maintenant qu'elle était capable de les affronter sans le savoir. Elle aspire à une seconde chance, non pas pour une relation parfaite, mais pour une relation authentique, où elle se sentira entière et présente comme jamais auparavant. Et c'est là que tout converge. Culpabilité, angoisse, doute, anxiété, manque de paix, désir de revenir en arrière, honte, jalousie, sentiment d'immaturité, absence de but et désir d'être pardonné, tous ces sentiments se rejoignent en un seul lieu, le désir de revivre les bons moments, de retrouver ce qui a été perdu, de réécrire une fin qui n'a pas encore eu lieu. Elle porte tout cela en elle car au fond, tu comptes encore. Non pas comme un souvenir, non pas comme un désir abstrait, tu comptes comme une personne réelle, comme une possibilité réelle, comme quelqu'un qu'elle n'a pas cessé d'aimer même lorsqu'elle a tenté de mettre un terme à l'histoire. Et tant que cette vérité vivra en elle, le passé restera le lieu le plus authentique qu'elle fréquente, jusqu'à ce qu'elle ait le courage de le transformer en présent. Si cette vidéo vous a touché, montrez votre soutien. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « gratitude » en commentaire. Ce simple geste permet à l'algorithme de diffuser ce message à davantage d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction que vous faites contribue à ce mouvement. Merci de nous suivre. Restez connectés. Chaque jour, nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre mental, à reconstruire votre confiance en vous et à prendre votre destin en main. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.